Ma sœur et son mari ont emménagé chez nos parents et sont outrés que j'ai refusé de garder leurs enfants pendant qu'ils prévoyaient de se détendre. Mes parents se sont rangés de leur côté, alors j'ai déménagé et arrêté de payer leurs factures. Tout juste diplômée en commerce, je me suis retrouvée de nouveau dans la maison de mon enfance. Je m'appelle Anna, j'ai 22 ans, et honnêtement, je n'avais pas prévu de retourner vivre chez mes parents, mais voilà, j'y étais. Heureusement, la recherche d'emploi n'a pas duré longtemps. En une semaine, j'ai décroché un poste chez Davison Marketing, avec un salaire plutôt correct et des primes de performance prometteuses. Ce soir-là, autour du pain de viande de maman, j'ai partagé ma bonne nouvelle. Je pensais rester ici environ 3 mois, économiser un peu d'argent, puis prendre mon propre appartement. Le bruit des fourchettes contre les assiettes s'est soudainement arrêté. Maman et papa ont échangé l'un de ces regards, le genre qui annonçait toujours des ennuis. Déménager ? Maman posa sa fourchette. Anna, tu sais que je ne peux travailler qu'à mi-temps à la bibliothèque à cause de mes problèmes de dos. Papa s'éclaircit la gorge. Et ce n'est pas la grande forme à l'usine, il y a des rumeurs de licenciement. On aurait vraiment besoin de ton aide pour les factures, ajouta maman doucement, et tu n'aurais pas à payer de loyer ici. Ça a plus de sens, non ? Je fixais mon pain de viande à moitié mangé, me sentant piégée. Ils avaient un peu raison, après tout, c'étaient mes parents. Je suppose que je pouvais rester un peu plus longtemps. La vie est devenue une routine après ça. Je partais au travail, je rentrais, je payais les factures. Et maman s'assurait que le dîner soit toujours sur la table. Ça semblait aller, c'était gérable, même, jusqu'au week-end dernier, quand ma sœur Sarah est arrivée avec son mari Mike et leurs enfants Emma et Lucas. Le changement chez mes parents était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. « Oh mes précieux petits anges !» s'est exclamé maman en prenant Emma, 4 ans, dans ses bras, tandis que papa hissait Lucas sur ses épaules. « Sarah chérie, tu es splendide. Raconte-nous tout. » Je me tenais dans l'encadrement de la porte, regardant mes parents s'extasier devant leur fille aînée et sa parfaite petite famille, la façon dont ils buvaient ses paroles, lui demandant des détails sur les choses les plus banales, comment allait son jardin, quel nouveau mot Lucas avait appris, comment se passait son club de lecture. Il ne s'était jamais autant intéressé à ma vie, même pas quand j'étais sur la liste d'honneur ou que j'avais gagné le prix de leadership de l'école de commerce. « Anna, sois un ange et prépare du café », appela maman par-dessus son épaule, sans même me regarder, tout en faisant rebondir Lucas sur ses genoux. Debout dans la cuisine ce jour-là, écoutant les rires de ma famille venant du salon, je ne pouvais m'empêcher de repenser à la façon dont les choses avaient toujours été ainsi. Sarah, de 7 ans mon aînée, avait toujours été la vedette de notre petite pièce familiale, tandis que moi, j'étais reléguée au rôle de figurante. Je me souviens encore de m'être retrouvée à cette même table de cuisine, à l'âge de 11 ans, montrant à maman mon bulletin rempli de A. Elle y avait à peine jeté un coup d'œil avant de reprendre sa conversation avec Sarah sur les candidatures à l'université. « C'est bien, Anna », avait-elle dit distraitement en me faisant signe de m'éloigner. « Sarah chérie, quelles universités as-tu en tête ?» Ces années-là étaient entièrement consacrées aux exploits de Sarah au lycée. Chaque dîner tournait autour de ses notes, de ses activités parascolaires, de ses préparatifs pour l'université. Je restais là, silencieuse, à manger mes petits pois, tandis que maman et papa buvaient les paroles de Sarah sur ses cours avancés et ses visites de campus. Tout a changé encore plus radicalement quand Sarah a été acceptée à l'université de Brighton. J'avais 11 ans à l'époque, et je me souviens encore de ce dîner comme si c'était hier. « Nous sommes tellement fiers de toi, ma chérie », s'était exclamée maman, les larmes aux yeux. « On va s'arranger, pas vrai Robert ?» Papa avait hoché la tête gravement. « On va contracter un prêt étudiant, notre Sarah mérite la meilleure éducation possible. » Une semaine après le départ de Sarah pour l'université, ils m'ont convoquée pour une autre sorte de discussion. « Anna », avait dit papa d'une voix sérieuse, « nous devons nous serrer la ceinture pendant un moment. Les remboursements du prêt et les frais de scolarité de Sarah sont importants. » C'est là que tout a vraiment changé. Alors que mes camarades de classe recevaient un nouveau téléphone chaque année, je gardais mon vieux téléphone à clapet jusqu'à ce qu'il tombe littéralement en morceaux. Quand j'avais besoin de nouveaux vêtements, nous allions dans des friperies au lieu du centre commercial. Les cadeaux de Noël sont devenus des articles pratiques, comme des chaussettes ou des fournitures scolaires. Mais il n'oubliait jamais d'envoyer de l'argent à Sarah. « Ta sœur doit se concentrer sur ses études », disait maman en écrivant un autre chèque, on ne peut pas la laisser s'inquiéter de l'argent. J'ai compris la leçon très tôt.
À 15 ans, je me suis inscrite à tous les clubs et concours académiques possibles. Je veillais tard pour étudier, pas seulement pour avoir de bonnes notes, mais pour avoir les meilleures. J'écrivais des essais pour des concours de bourse jusqu'à en avoir des crampes, parce que je savais qu'il n'y aurait pas de prêt étudiant pour moi. Ça a payé. J'ai obtenu une bourse complète pour l'université d'État, et je me souviens encore du regard soulagé de mes parents quand je leur ai annoncé qu'ils n'auraient pas à dépenser un sou pour mes études. Pendant ce temps, Sarah a obtenu son diplôme, a trouvé un emploi à Brighton et a rapidement épousé Mike. Son amour de jeunesse à l'université, elle l'a épousé en moins de 2 ans. Très vite, elle a eu Emma, puis Lucas a suivi peu après. Mes parents étaient aux anges. Leur fille parfaite avait fondé une famille parfaite. Chaque visite mensuelle se transformait désormais en la même routine. Sarah et Mike arrivaient avec les enfants, et avant même que je puisse leur dire bonjour correctement, Sarah organisait déjà son week-end. Anna, tu garderas Emma et Lucas pendant que nous faisons du shopping, d'accord, disait-elle, sans vraiment poser la question. Mike et moi, on n'a presque jamais de temps pour nous ces derniers temps. Les premières fois, j'ai tenté de suggérer que nos parents pourraient les garder à la place. Oh ma chérie, disait maman en se frottant le dos, tu sais bien que c'est difficile pour moi de suivre des enfants si jeunes, et ton père a besoin de repos le week-end. Alors me voilà, un samedi de plus à regarder la Reine des Neiges pour la 100e fois avec Emma, pendant que Lucas essayait de colorier sur les murs de ma chambre. Sarah et Mike déjeunaient avec des amis, et nos parents s'occupaient tranquillement du jardin, jetant parfois un œil pour me demander si j'avais besoin de quelque chose, comme s'ils me rendaient service. Je tentais de me consoler en me disant que ce n'était qu'un week-end par mois, juste un week-end à être la baby-sitter fiable et gratuite, pendant que les autres vivaient leur vie. Une année passa, rythmée par ces gardes mensuelles et les factures. Je m'y étais presque habituée, presque. Puis vint ce coup de fil, qui allait bouleverser ma vie déjà bien compliquée. Je faisais la vaisselle après le dîner quand j'ai entendu le téléphone de maman sonner dans la cuisine. Je l'ai entendu répondre, surprise. Sarah ? Oh ma chérie, ne pleure pas, raconte-moi ce qui s'est passé. En sanglotant, Sarah expliquait que l'entreprise de Mike avait fait faillite, sans aucun avertissement. Ils ne pouvaient plus payer leur loyer et n'avaient aucune épargne. Est-ce qu'on pourrait rester chez vous quelque temps ? Sa voix était si forte que je l'entendais distinctement. Bien sûr que vous pouvez, s'exclama maman sans la moindre hésitation. On fera de la place. Mon estomac se noua. J'avançai, m'éclaircis la gorge. S'ils emménagent, ce serait peut-être le bon moment pour moi de prendre mon propre appartement. On aurait dit que j'avais proposé de brûler la maison. Maman me regarda comme si j'étais devenue folle. Anna, ne sois pas ridicule. Il y a largement assez de place pour tout le monde. Mais on est une famille, dit papa d'un ton ferme, on reste soudés dans les moments difficiles. Ils sont arrivés le week-end suivant avec 3 voitures pleines de cartons. J'ai passé mon samedi matin à déménager mes affaires dans ce qui était notre débarras, la plus petite chambre de la maison, à peine assez grande pour un lit simple et une commode. Mon ancienne chambre, 2 fois plus grande, devint la chambre des enfants, parce qu'ils avaient besoin d'espace pour jouer. Emma, maintenant âgée de 5 ans, et Lucas, 3 ans, considéraient toute la maison comme leur terrain de jeu personnel. Ils couraient en hurlant et riant dans les couloirs, pendant que Sarah regardait la télé à plein volume ou passait de longs appels bruyants à ses amis pour leur raconter combien cette transition était difficile pour elle. Emma, Lucas, faites moins de bruit, criai-je quand il faisait irruption dans ma chambre pour la 10e fois, éparpillant mes papiers de travail partout. Il joue simplement, Anna, disait Sarah d'un ton désinvolte, sans même lever les yeux de son téléphone. Ne sois pas aussi rabat-joie. Après le travail, tout ce que je voulais, c'était me détendre dans ma chambre, peut-être lire un livre ou regarder quelque chose sur mon ordinateur portable. À la place, j'avais droit à Baby Shark en boucle à travers les murs fins, ponctués par le bruit incessant des petits pieds courant d'un bout à l'autre, et les éclats de rire de Sarah devant l'émission qu'elle regardait en bas. Mike passait ses journées à chercher du travail, soi-disant. Mais la plupart du temps, je le voyais assis à la table de la cuisine, fixant son téléphone d'un air inquiet. Le marché est difficile en ce moment, disait-il chaque fois qu'on lui posait la question, mais je suis sûr que quelque chose va finir par se présenter. Chaque nuit, allongé dans mon minuscule lit, je fixais le plafond en écoutant le chaos qu'était devenu ma maison, me demandant comment j'avais pu me laisser piéger ainsi. Mais chaque fois que je pensais à parler à nouveau de déménager, je repensais à la réaction de mes parents, et je me taisais.
La première facture d'électricité après l'arrivée de Sarah et sa famille m'a frappé comme un coup de poing. Je suis restée là, dans la cuisine, à regarder ces chiffres presque 2 fois plus élevés que d'habitude. Rien que l'eau avait explosé, sans parler de l'électricité et du chauffage. En consultant mon compte en banque, j'ai compris que mes rêves d'économiser pour avoir mon propre chez moi s'évanouissaient rapidement. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai décidé d'en parler. Au sujet des factures, commençai-je en poussant ma bouchée sur l'assiette, elles ont doublé depuis le mois dernier. Je ne peux plus continuer à tout payer seule. Ça me prend presque tout mon salaire. La fourchette de Sarah heurta son assiette. Tu es sérieuse? Tu te plains d'argent maintenant, alors que Mike et moi avons tout perdu? Je ne me plains pas, je pense juste qu'on devrait trouver une façon équitable de... Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste, s'écria Sarah. On traverse la période la plus dure de notre vie, et tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Sarah a raison, Anna, intervint maman. La famille aide la famille, c'est ce qu'on fait. Papa acquiesça gravement. Ta sœur et Mike ont besoin de notre soutien, ce n'est pas le moment de compter les sous. Je baissai les yeux vers mon assiette, ravalant les mots que j'avais vraiment envie de dire. Très bien, laisse tomber. Une semaine plus tard, Mike trouva enfin un emploi dans une compagnie d'assurance. Le salaire était inférieur à son précédent poste, mais au moins, c'était quelque chose. Je pensais que les choses allaient peut-être s'améliorer. J'avais tort. C'est tellement dur d'être seule avec les enfants toute la journée, se mit à se plaindre Sarah presque immédiatement. Mike part à 8 heures et ne rentre qu'à 6, je n'ai jamais de pause. Puis ça a commencé, d'abord par de petites demandes. Anna, tu pourrais garder les enfants 1 heure pendant que je vais au magasin? Anna, ça t'ennuierait de les surveiller pendant que je prends une douche? Avant que je ne m'en rende compte, ces petits services avaient pris une toute autre ampleur. Je rentrais du travail pour trouver Sarah déjà prête à sortir. Oh, parfait, tu es là, disait-elle en attrapant son sac à main. Mike et moi avons rendez-vous avec des amis pour dîner. Emma et Lucas ont déjà pris leur goûter, mais ils auront besoin de dîner dans 1 heure. On sera de retour vers 10 heures. Les week-ends devinrent mon cauchemar personnel. Sarah et Mike annonçaient leur plan dès le vendredi soir, une virée shopping, un déjeuner avec des amis, une séance de cinéma. Me laissant avec les enfants pendant des heures. Maman et papa, opportunément, commencèrent à rendre visite à des parents plus souvent, disparaissant en général juste après le départ de Sarah et Mike. Me voilà donc, week-end après week-end, essayant d'empêcher Emma de dessiner sur les murs pendant que Lucas faisait une autre crise parce que j'avais coupé son sandwich de travers. Je passais mes samedis à ramasser les jouets, préparer des macaronis au fromage et regarder en boucle des films pour enfants. Le dimanche soir, j'étais épuisée. La maison était sens dessus dessous, et je devais encore préparer le dîner pour tout le monde. Un soir, après un week-end particulièrement éreintant à m'occuper des enfants, j'ai enfin trouvé le courage de dire quelque chose. Il faut que je vous parle, dis-je en posant ma fourchette. Je suis vraiment fatiguée. Cette situation avec les enfants, ça ne me convient plus. La tête de Sarah se redressa brusquement, ses yeux se plissèrent. Qu'est-ce que tu veux dire par « ça ne me convient plus » ? Tu es en train de dire que tu ne veux plus passer de temps avec tes neveux et nièces ? Maman posa sa main sur celle de Sarah. Ne t'inquiète pas ma chérie. En fait, c'est une bonne expérience pour Anna. Elle devra bien savoir comment s'occuper d'enfants quand elle deviendra mère à son tour. Vois ça comme un entraînement. Et, juste comme ça, ils reprirent leur conversation habituelle du dîner. Sarah racontait sa journée, maman et papa buvaient ses paroles, Mike acquiesçait. Moi, je restais là, invisible une fois de plus, poussant la nourriture dans mon assiette. Rien ne changea après cette discussion. En fait, c'était pire. Sarah et Mike semblèrent prendre ma remarque comme un défi, trouvant encore plus de raisons de sortir. Ils m'attendaient à la porte quand je rentrais du travail, les clés de voiture en main. On a rendez-vous dans ce nouveau restaurant au centre-ville, disait-il déjà à moitié sorti. Les enfants ont pris leur goûter, merci Anna. Les week-ends devinrent une angoisse. Je me réveillais le samedi matin avec une boule au ventre, sachant que je passerais les 2 jours suivants à regarder Paw Patrol et à gérer les disputes entre frères et sœurs, pendant que Sarah et Mike profitaient de la vie. Puis arriva un mercredi qui changea tout. J'étais à mon bureau, au travail, essayant de me concentrer sur un rapport marketing malgré ma fatigue, quand mon amie Rachel passa près de mon bureau.
Et, ça te dit de faire quelque chose de sympa ce week-end, demanda-t-elle en s'asseyant sur le bord de mon bureau. On part à Pine Ridge, à la station de ski, juste une petite escapade de week-end. On part samedi matin, on revient dimanche soir. Les pistes sont parfaites en ce moment. Pour la première fois depuis des mois, je ressentis une étincelle d'enthousiasme. Le vendredi soir, j'étais dans ma minuscule chambre, en train de préparer mon sac de voyage, vraiment heureuse à l'idée du week-end qui arrivait. Pour une fois. Je venais de plier mon pull le plus chaud quand Sarah apparut dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle en regardant mon sac à moitié rempli. « Je prépare mes affaires pour un séjour au ski », répondis-je en roulant mes chaussettes thermiques. « Je vais à Pine Ridge avec des collègues. » Le visage de Sarah s'assombrit. « Tu dois annuler. » Je levai les yeux, surprise par son ton. « Quoi ? Pourquoi je ferais ça ? » Parce que, dit-elle en croisant les bras, Mike et moi allons à l'anniversaire des 60 ans de tante Linda, à Millbrook, ce week-end. Maman et papa viennent aussi. Tu dois rester ici avec Emma et Lucas. Je ne pus m'empêcher de rire. Vraiment rire à haute voix devant tant d'audace. Tu plaisantes, j'espère, dis-je en continuant à plier mon pantalon de ski. Tu ne peux pas sérieusement t'attendre à ce que j'annule mes plans parce que tu n'as pas pris la peine de me parler des tiens. Le visage de Sarah vira au rouge. Ce n'est pas drôle, Anna. Tu es complètement déraisonnable. Non, ce qui est déraisonnable, c'est de croire que je vais tout laisser tomber à la dernière minute pour redevenir ta baby-sitter personnelle. La bouche de Sarah resta grande ouverte. Elle resta là un instant, sans trouver ses mots, avant de faire demi-tour et de quitter ma chambre en furie. Maman. Papa. Mike. Je l'entendis crier dans le couloir. Tu ne vas pas croire ce qu'Anna est en train de faire. Je continuais à faire mon sac, les mains tremblantes légèrement de colère. Le bruit sourd des pas annonça l'arrivée de la cavalerie. Ma minuscule chambre parut soudain encore plus petite quand Sarah, Mike et mes parents y entrèrent. Le visage de maman était déjà figé dans cette expression déçue que je connaissais si bien. « C'est quoi cette histoire de ski ?» exigea-t-elle, les mains sur les hanches. « Exactement ce que ça a l'air d'être », répondis-je en fermant ma valise. Je pars à la station de Pine Ridge avec mes amis pour le week-end. Mais tu ne peux pas, s'exclama Sarah. On a la fête des 60 ans de tante Linda. Non, vous avez la fête de tante Linda, la corrigeai-je. Je m'arrêtai et me tournai vers eux. Pourquoi est-ce que j'en entends parler seulement maintenant ? Pourquoi je n'ai pas été incluse dans l'organisation ? Maman hésita, visiblement mal à l'aise pour la première fois. Sarah prit la parole, sa voix dégoulinant de condescendance. On en a tous discuté, et on a décidé que ce serait ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. On va à la fête, tu gardes les enfants. C'est l'arrangement le plus logique. Vous avez décidé ça tous ensemble, sans moi ? Vous avez choisi ce que je ferais de mon week-end, comme si c'était pratique ? Je le répétais lentement. Quelle commodité. Eh bien, tu ne peux pas vraiment emmener de jeunes enfants à une fête sophistiquée, rétorqua Sarah en reniflant. Tante Linda a spécifiquement dit pas d'enfants. Je passai la sangle de mon sac sur mon épaule. Ça ressemble à ton problème, pas au mien. Ce sont tes enfants, Sarah. Débrouille-toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mike prit enfin la parole, fronçant les sourcils. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. J'ai des projets, je pars au ski. Tes enfants sont ta responsabilité, pas la mienne. Si vous ne pouvez pas les emmener à la fête, alors n'y allez pas ou trouvez une baby-sitter. Une baby-sitter, hurla Sarah. Avec quel argent ? Ce n'est plus mon problème, répondis-je, me tournant vers eux, me sentant soudainement plus forte que je ne l'avais été depuis des mois, peut-être même des années. Laissez-moi être bien clair. Demain, je pars au ski. J'en ai fini d'être votre baby-sitter gratuite et pratique. J'en ai assez que mes week-ends soient volés, que mes projets soient ignorés, et que ma vie soit traitée comme si elle ne comptait pas. Si tu as besoin de faire garder tes enfants, Sarah, c'est ta responsabilité en tant que mère. Arrête de croire que je serai toujours là pour compenser tes manques. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ils me regardaient tous comme si je venais de parler une langue étrangère. La bouche de Sarah s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Maman avait l'air d'avoir reçu une gifle. Papa semblait vouloir disparaître dans l'encadrement de la porte.
Quant à Mike, il restait planté là, avec la même expression confuse qu'il portait depuis la faillite de son entreprise. Ce moment de silence choqué ne dura pas. Le visage de Sarah se déforma et elle éclata en sanglots théâtraux, se couvrant le visage de ses mains. Mike marmonna quelque chose qui ressemblait distinctement à « ingrate » entre ses dents. « Comment oses-tu » La voix de maman s'éleva. « Après tout ce qu'on a fait pour toi. »« Tu es complètement irresponsable » ajouta papa, secouant la tête. « Totalement égoïste. » Je restais là, mon sac encore sur l'épaule, regardant ma famille se transformer en cœur grec d'accusation. Les mots me traversaient comme une vague, égoïste, ingrate, insensible, immature. Chacun destiné à me blesser, à me remettre à ma place. Puis maman lâcha ce qu'elle croyait être le coup de grâce. Si tu franchis cette porte demain, ne pense même pas revenir dans cette maison. Contre toute attente, j'éclatai de rire. Pas un petit rire nerveux, mais un vrai, profond, sincère. Ils me fixèrent tous comme si j'avais perdu la tête. Vous savez ce qui est drôle, dis-je en essuyant mes larmes. Je rêve de quitter cette maison depuis des mois. Je n'en avais juste pas le courage. Mais là, vous venez de me donner la parfaite excuse. Alors merci maman. Dégage, hurla Sarah, ses faux sanglots oubliés dans sa rage. Pars et ne reviens pas. Avec plaisir. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Rachel, mettant le haut-parleur juste pour faire passer le message. Salut Rach, désolé de t'appeler si tard, mais ton offre de m'héberger tient toujours ? Pas seulement après le ski, mais peut-être pour quelques jours ? Bien sûr, répondit la voix joyeuse de Rachel. J'ai une chambre libre. Tu veux venir maintenant ? Ce serait parfait. J'arrive dans 20 minutes. Je passai les 15 minutes suivantes à rassembler tout ce que je pouvais faire tenir dans ma voiture, vêtements, documents importants, affaires personnelles. Il me regardait depuis les différentes portes, comme s'il n'arrivait pas à croire que je le faisais vraiment. Quand j'eus chargé le dernier carton, je me rendis dans le salon, où ils s'étaient tous rassemblés. Encore une chose, dis-je, la voix posée. Puisque je ne vivrai plus ici, je ne paierai plus aucune facture non plus. Vous devrez apprendre à subvenir à vos besoins. Le visage de maman pâlit. Mais les factures, les courses. Ce n'est plus mon problème, répétai-je, écho de mes propres mots. Je me retournai et sortis par la porte d'entrée, ignorant les appels paniqués de maman derrière moi. Le trajet jusqu'à chez Rachel fut un mélange d'adrénaline et de soulagement. Mon téléphone s'illuminait sans cesse d'appels et de messages, des textos furieux de Sarah, des romans culpabilisants de maman, des reproches sévères de papa. Je les ignorais tous. Le lendemain matin, Rachel et moi prîmes la route vers la station de Pine Ridge, comme prévu. Pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité. J'ai passé un week-end à faire exactement ce que j'avais envie de faire. Nous avons skié, nous avons ri, nous avons bu du chocolat chaud près du feu, et pas une seule fois je n'ai eu à me soucier des enfants ou des problèmes des autres. Quand nous sommes rentrés dimanche soir, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à chercher des appartements. Mon salaire ne servant plus à soutenir ma famille, je pouvais enfin m'offrir un endroit décent. D'ici mercredi, j'avais trouvé un petit appartement lumineux avec une chambre, dans un quartier agréable de la ville, à seulement 15 minutes en voiture de mon bureau. Ma première semaine dans mon nouvel appartement, c'était comme réapprendre à respirer. Chaque matin, je me réveillais dans un silence béni. Pas de cris d'enfants, pas de télé hurlante, pas de soupirs pleins de reproches de la part de ma mère. Je pouvais me faire un café et le boire tant qu'il était encore chaud. Je pouvais passer mes soirées à lire ou à regarder ce que je voulais sur Netflix. Les messages continuaient d'arriver, même si je ne répondais plus aux appels. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de lire les textos. Ils suivaient un schéma prévisible. Maman, comment peux-tu abandonner ta famille comme ça ? On a besoin de toi. Sarah, tu es tellement égoïste, les enfants demandent sans cesse où est Tata Anna. Papa, ta mère est très bouleversée, tu dois arranger ça. Les messages alternaient entre culpabilisation et colère, accusation et supplication. Je les lisais tous, mais je ne répondais jamais. Mon silence semblait les rendre encore plus fous. Ils n'avaient pas l'habitude de ne plus avoir de pouvoir sur moi. Après une semaine de ce manège, j'étais assise sur mon nouveau canapé quand le numéro de maman s'afficha de nouveau. Cette fois, je décidai de répondre. Anna, enfin. La voix de maman était dure.
Je n'arrive pas à croire que tu aies gâché tout notre week-end. La fête de tante Linda a été complètement chamboulée à cause de ton comportement égoïste. Sarah et Mike n'ont pas pu venir parce que tu as refusé de garder les enfants. Stop. Ma voix était calme, mais ferme. Arrête. J'en ai fini avec tout ça, maman. J'en ai fini d'être traitée comme une servante dans ma propre maison. J'en ai fini d'être censée tout sacrifier, mon temps, mon argent, ma vie, pour la commodité des autres. J'en ai fini d'être le distributeur automatique de la famille, la babysitter gratuite, tout en étant traitée comme si je ne comptais pas, un long silence suivi à l'autre bout du fil. Quand maman reprit la parole, sa voix avait pris ce ton mielleux que je connaissais par cœur. Ma chérie, je sais que tout n'a pas été parfait, mais nous sommes une famille, on a besoin de toi. Les factures de ce mois-ci, on a du mal sans ton aide. Non maman. C'est fini. Peut-être qu'un jour, on pourra avoir une relation à nouveau, mais ce sera sur un pied d'égalité. Plus de manipulation, plus de culpabilisation, plus de traitement comme si j'étais un portefeuille ambulant ou un service de garde à domicile. D'ici là, j'ai besoin d'espace pour vivre ma propre vie. Je raccrochai et bloquai immédiatement son numéro. Puis je parcourus mon téléphone et les bloquai tous, maman, papa, Sarah, même Mike. Je les bloquai aussi sur les réseaux sociaux. Cela m'a paru à la fois terrifiant et libérateur, comme couper des amarres dont je n'avais même pas conscience, mais qui me maintenaient à terre. Peut-être qu'un jour, je serai prête à laisser ma famille revenir dans ma vie. Peut-être qu'avec assez de temps et de distance, on pourra construire quelque chose de nouveau, de plus sain, avec des limites et du respect. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'en ai fini de sacrifier mon bonheur et mon bien-être pour répondre à leurs exigences sans fin. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être que la solitude me pèsera parfois, peut-être que certaines soirées seront silencieuses, sans les éclats de voix familiers. Mais ce que je sais, c'est que je n'ai plus peur. J'ai choisi, pour la première fois, de vivre pour moi. Non pas par égoïsme, mais par nécessité. Parce que s'aimer soi-même, c'est aussi reconnaître ses limites et dire non à ce qui nous détruit. En quittant cette maison, j'ai laissé derrière moi le poids des attentes, des jugements, et des sacrifices imposés. J'ai ouvert la porte à une vie que je mérite, une vie où chaque jour est façonné par mes choix, et non par les exigences des autres. Peut-être qu'un jour, ma famille comprendra. Peut-être qu'ils verront que l'amour ne se mesure pas au renoncement, mais au respect que l'on se porte. En attendant, je savoure chaque instant de cette liberté retrouvée. Je reconstruis, lentement mais sûrement, une existence où je suis enfin le personnage principal de ma propre histoire. Et cela, personne ne pourra jamais me l'enlever.